Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Un atelier de formation initié par la HAC s'est tenu du 6 au 8 mai 2025 à Abomey. L'objectif visé par l'institution est de renforcer son dispositif de régulation médiatique dans le cadre des élections générales de 2026. Fin des travaux de la troisième session ordinaire de 2025 du CES. Les enjeux et résultats des 10 travaux ont été abordés par le président de l'institution, Conrad Ouakiti. L'ancien ministre Amos Elegbe n'est plus de ce monde. Il est décédé des suites d'une maladie. Retour dans cette édition sur son parcours. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, on démarre par l'élection du nouveau pape de l'Église catholique. Les cardinaux l'ont désigné après 4 tours de scrutin. Il s'agit de l'actuel préfet du Dicaster pour les évêques nommé Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, qui devient Léon XIV. Plus de précision à travers ce bref aperçu. Aujourd'hui, 8 mai, le conclave réuni dans la chapelle Sistine a élu Robert Francis Prévost, un homme de 69 ans, originaire des États-Unis, comme le nouveau pape. Le cardinal Robert Francis Prévost devient ainsi le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique. Il succède à François à la tête de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV. Avant son élection, le cardinal Prévost occupait la fonction de préfet du Dicaster pour les évêques. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il a été en poste au Pérou entre 1985 et 1998. Puis, il a exercé des responsabilités à la maison mère de son ordre à Rome de 2001 à 2013. Après, il a été nommé évêque du diocèse de Chiclayo. Le 30 janvier 2023, il est nommé pour succéder au cardinal Ouellet à la tête du Dicaster pour les évêques et prend ses fonctions le 12 avril suivant. En 2023, plus précisément le 30 septembre, il est fait cardinal. Ce mercredi 7 mai 2025 marque la deuxième journée du séminaire d'appropriation du nouveau code électoral organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 7e mandature au profit de ses conseillers, cadres, chefs services et chefs d'agence réunis à Abomey. Les participants au séminaire avec la présence du superviseur général, le président Édouard Locaux, ont été outillés dans un premier temps par le directeur adjoint au séminaire François Aoudou sur les implications pour la HAC des modifications du nouveau code électoral dans la gestion de la campagne médiatique. Des propositions pour amener la HAC à mieux réussir sa mission lors des élections générales de 2026 ont été faites. Une deuxième communication a été donnée par M. Franck Boutime, ancien conseiller à la HAC,
impact qui s'est accentué sur les expériences antérieures capitalisées par la HAC en matière de régulation des médias en période électorale. Les préoccupations des différents intervenants ont reçu des réponses adéquates de la part des communicateurs, ceci dans une bonne ambiance. Il faut noter qu'au terme des travaux de groupe, un plan d'action opérationnel pour la mise en œuvre des nouvelles implications du Code a été clairement élaboré. Il faut rappeler qu'au cours de la première journée, au regard des communications, les participants ont entre autres été outillés sur le cadre juridique des élections générales de 2006 et la régulation des institutions en période électorale. La coopération suisse, dans son objectif de contribuer à la pleine jouissance des droits sociaux, économiques et politiques des citoyens dans un environnement où la recevabilité s'exerce efficacement, a procédé à la signature des contrats avec plusieurs partenaires. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, faisant partie de ses bénéficiaires, était présent à la cérémonie qui s'est tenue dans un hôtel de la place ce jeudi 8 mai. Au micro de Quentin Amoussou et de Étienne Badou, chef service études et suivi évaluation au sein du Haut Commissariat, a donné des précisions. Suivons ensemble. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est l'un des acteurs publics qui bénéficie de l'appui de la coopération suisse dans le cadre de la phase 3 du programme Redevabilité. Et c'est à ce titre que nous avons été conviés ce matin à la signature des contrats avec les partenaires relevant de la société civile. Donc pour nous, en tant qu'acteurs publics, l'engagement auprès de la coopération suisse a déjà été assuré par la signature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Donc nous, à proprement parler, nous n'avons pas de contrat à signer, mais nous sommes là en tant que bénéficiaires quand même du programme et pour réaffirmer notre engagement à faire en sorte que les ressources qui seront mises à notre disposition seront utilisées avec efficience, avec efficacité et en toute transparence selon l'orthodoxie financière prévue en la matière. La troisième session extraordinaire du Conseil économique et social du Bénin au titre de l'année 2025 a pris fin ce jour au siège de l'institution. Les différents points abordés, les résultats ainsi que les enjeux ont été exposés au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi par le président de l'institution, Conrad Baguiti. Après 10 jours d'intenses travaux, nous mettons un terme à la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Lorsque je me réfère au contenu bien chargé du calendrier prévu pour nos assises, j'étais bien loin de m'imaginer qu'en si peu de temps, nous pourrions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Mais, sans compter avec la détermination affichée par tous les conseillers, toutes les conseillères, je voudrais saluer votre engagement citoyen qui prouve, s'il en était encore besoin, que nous sommes mus par cette volonté constante de contribuer efficacement aux côtés des autres institutions de la République au développement harmonieux de notre cher et beau pays, le Bénin. Honorables conseillers, mesdames et messieurs, au cours de cette session, nous avons procédé à l'examen et à l'adoption du rapport général de la tournée du lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux qui s'est déroulée du 1er au 11 avril 2025. Comme vous le savez, cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. Au-delà du lancement officiel des activités, cette initiative a instauré une dynamique fondée sur l'écoute, notamment le dialogue et l'engagement collectif. Les thématiques prioritaires soulevées, les préoccupations recueillies et les perspectives de collaboration explorées témoignent de l'ancrage progressif du Conseil économique et social dans une logique de proximité, redevabilité et de co-construction des politiques publiques. Cet exercice fort édifiant permet aujourd'hui d'envisager de nouvelles perspectives pour le CES. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre
d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation, un terme alternatif au team building. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer, s'est déjà mis au travail en élaborant un projet de thème de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Cet atelier permettra à chacun d'entre nous de nous approprier davantage les nouvelles missions de notre institution qui s'arriment parfaitement avec la vision globale qui sous-tend l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2. Chers collègues, distingués collègues, gouverner, c'est prévoir, dit-on, ainsi en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, qui a fait ses preuves partout dans le monde, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. Cependant, vous convenez avec moi que ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Enfin, au cours de cette troisième session qui s'achève aujourd'hui, nous avons adopté le procès-verbal des séances plénières de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'exercice 2025. Distingués membres de cette auguste institution, si nous avons atteint ces résultats appréciables à maints égards, c'est bien parce que vous êtes illustrés par votre constante disponibilité, car il faut le reconnaître, nous sommes quasiment sur toutes les plénières présents à 100% et la qualité de vos contributions aux travaux. Il ne pourrait d'ailleurs être autrement lorsque on sait que nous avions tous ensemble pris le pari de la réussite par l'action de cette institution. Ainsi, comme le dit l'adage africain, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l'arrose et on la regarde grandir patiemment. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, s'est prononcé sur la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, avec sa vision de faire du tourisme au Bénin un véritable levier de création de richesses, d'emplois et de rayonnement international pour le pays. C'était dans le second volet de l'émission réédition du compte PAG 2021-2026 animée par les confrères Serge Ayaka de la Radio Nationale et Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble. Je voudrais dire d'abord que ça part d'un constat. Ça part du constat que le Bénin, jusqu'à présent, n'avait que l'agriculture principalement et le transit, la logistique. Donc pour le PAG, il a fallu évidemment faire l'état des lieux et se poser la question, le chef de l'État s'est posé la question de dire mais comment nous diversifions l'économie béninoise. Et cette diversification, principalement, vous avez deux voies. Vous avez évidemment l'industrialisation que nous voyons en cours et vous avez également le fait de fructifier les potentialités béninoises dans le champ du tourisme parce que c'est une véritable industrie capable, comme le chef de l'État l'a annoncé, de créer de la richesse, de l'emploi et de nous permettre par ailleurs évidemment de rayonner au plan international. Jusqu'en 2016, et je l'avais dit la dernière fois et je le répète de nouveau et pour cause, je suis bien placé pour vous dire que le tourisme était plutôt embryonnaire. C'était un potentiel qui n'était pas, à l'époque en tout cas, prioritaire, donc que nous avions sous-exploité, sous-valorisé, alors que l'industrie touristique a le potentiel vraiment pour aider la jeunesse béninoise, pour impacter positivement le PIB et pour nous permettre de passer un palier en ce qui concerne notre développement. Donc oui, faire du tourisme ce levier important, faire les objectifs clairs, avoir à minima 2 millions de visiteurs en 2030 et 2 millions de visiteurs en fait c'est sur la base des anciens chiffres que nous avions. Donc sur la base
de ce que nous pensions être 400 000 visiteurs, nous avions projeté 2 millions en 2030. Mais nous sommes en train, on va en parler au rang des réformes, nous sommes en train de reprendre les statistiques touristiques et nous nous sommes rendus compte que, en fait, nous n'avions jamais pris en compte les frontières terrestres. Et quand on prend en compte les frontières terrestres, nous passons de 400 000 visiteurs par l'aéroport à plus d'1,5 million en comptant les frontières terrestres. Alors, si nous sommes déjà à 1,5 million, vous pensez bien que nous allons avoir des ambitions réévaluées à l'horizon 2030. Donc, nous sommes en train d'y travailler actuellement, où nous serons peut-être à 4 millions, voire 5 millions, disons, en termes de chiffres, en termes d'ambition. Donc, oui, nous sommes aujourd'hui à peine à moins de 6% du PIB, et nous projetons d'aller jusqu'à plus de 13% du PIB à horizon 2030. Donc voilà un peu pour contextualiser l'état des lieux et la vision et nos ambitions. Le secrétaire exécutif de Tonguieta au nord-ouest du Bénin, Komi Biaou, a été démis de ses fonctions pour insuffisance de résultats. Cette décision ouvre la page à un énième départ dans le rang des secrétaires exécutifs dans le département de l'Atakora, où plusieurs révocations ont déjà été enregistrés. Ainsi, contacté par un média, le maire de la ville de Tonguieta, Zachary Boukari, s'est abstenu de tout commentaire. Komi Biaou aura donc passé environ 3 années à la tête de l'exécutif communal dans le cadre de la réforme de la décentralisation portée par le gouvernement Talon. Page noire dans cette édition, l'ancien ministre de l'ancien président Kérékou et de l'ancien chef d'État Boniyayi Amos Selegbe est décédé ce jeudi des suites d'une maladie. Surnommé l'homme de tous les régimes pour avoir travaillé pratiquement avec tous les présidents depuis le renouveau démocratique, Amos Selegbe est un homme politique et universitaire béninois proche du président Boniyayi. Que retenir du parcours de l'homme? Élément de réponse à travers cet élément proposé par Nasserine Fatoumbi. La nation béninoise vient de perdre l'un de ses dignes fils qui ont contribué à son développement. Amos Selegbe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ancien professeur d'université, ancien député, ancien ministre sous le régime du feu général Mathieu Kérékou et conseiller spécial de l'ex-président Boniyayi, est passé de vie à trépas dans la matinée de ce jeudi 8 mai 2025 à l'âge de 118 ans. Surnommé l'homme de tous les régimes pour avoir travaillé pratiquement avec tous les présidents depuis le renouveau démocratique, Feu Amos Selegbe est un homme politique et universitaire béninois proche du président Boniyayi. Né le 4 avril 1947 à Savère dans le département des Collines, le défunt a été conseiller spécial aux affaires politiques de l'ex-président de la République Boniyayi avant d'être nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. En 2001, il a occupé le poste de ministre par intérim des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique en l'absence de Kamarou Fassassi. Il fut aussi ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme sous Mathieu Kérékou. L'ancien député élu en 1991 a été le rapporteur général du comité préparatoire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle en études urbaines, soutenu en octobre 1975 à l'université Toulouse Jean Jaurès en France, il est aussi nanti d'un diplôme universitaire de spécialité en aménagement urbain à l'Institut d'aménagement d'urbanisme de la même ville. Feu Amos Selegbe a enseigné pendant plus de 35 ans l'urbanisme et les politiques de gestion urbaine, l'étude et l'évaluation des projets de développement, les politiques d'aménagement du territoire et les relations ville-campagne au département de géographie et d'aménagement du territoire de l'Est, Université nationale du Bénin. Détenteur d'un certificat d'économie rurale obtenu en 1972 à l'Institut de législation et d'études rurales de la faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse et d'un autre certificat d'études supérieures en aménagement de l'espace rural à l'Institut Daniel de Toulouse. Il a aussi dispensé les cours d'économie sociale et de politique publique à l'Institut national d'économie de la même université dénommée depuis 2001, l'Université d'Abomey-Calavi. Il est éligible depuis juin 2008 au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2011.
Actualité hors de nos frontières, la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a refusé une aide de 12 millions d'euros de l'Union européenne et de l'ONU pour financer l'organisation de la présidentielle de 2025. En effet, ses partenaires et d'autres pays dont le Japon souhaitaient contribuer au financement, entre autres de la logistique de compilation des résultats de cette présidentielle. Mais à l'issue des discussions, un accord a été trouvé entre l'État ivoirien et les partenaires. Il consiste à allouer ces fonds aux organisations non gouvernementales de la société civile. Et il faut noter que ce n'est pas la première fois que les autorités ivoiriennes adoptent une telle posture. Déjà en 2020, l'État ivoirien avait refusé l'aide internationale dans le cadre de l'organisation de la présidentielle remportée par Alassane Dramane Ouattara après une réforme constitutionnelle controversée. Autre information hors de nos frontières, l'ambassade de Chine au Soudan a exhorté ce jeudi ses ressortissants à quitter immédiatement le pays en guerre en proie à une intensification des combats et à des attaques de drones depuis 5 jours. Cette annonce concerne les citoyens chinois et non les institutions, a indiqué l'ambassade dans un bref communiqué sans aucune autre précision. Il faut noter que cette demande intervient peu après la publication d'un rapport d'Amnesty International révélant l'usage d'armes chinoises fournies par les Émirats arabes unis aux paramilitaires en guerre contre l'armée en violation de l'embargo onusien. Sport à présent, la Ligue professionnelle de football du Bénin aborde sa 30e journée ce week-end sur les différents stades. Au total, 17 matchs seront au rendez-vous. Le programme intégral de cette journée dans cet élément signé Anaël Dou. La Ligue professionnelle de football du Bénin aborde sa 30e journée ce week-end. Les hommes de Dadje Football Club seront en déplacement du côté de Banikwara face à Bani Gansé. Actuel deuxième de la poule, Cavalier reçoit les Buffles du Borgou à Niki. Abeille Football Club sera l'hôte de Real Sport de Ouessé. Du côté de Bembereke, Beke reçoit Hodio Football Club. Dynamo d'Abomey, en difficulté depuis sa défaite face à Dadje Football Club, va recevoir Takouné. Andali, le duel sera entre Damissa Football Club et l'AS Tonnet. Le duel au bas du classement va opposer Dynamo de Parakou à Dynamique Football Club. Du côté de Grand Popo, Loto Popo va recevoir Pontet de Djougou. Boa Football Club sera en déplacement à Savalou face à Espoir de Savalou. Au total, 8 duels sont prévus du côté de la poule B. Le champion en titre Coton Football Club va s'opposer à l'AS Cotonou. Sobemap, en quête de points pour conquérir la première place, sera opposé à Sitatonga Football Club. Duel du côté de Kraké. L'USS Kraké et Aziza Football Club vont croiser les crampons. L'association sportive du port autonome de Cotonou va recevoir Ayema Football Club. Avrankou Omnisport se déplace du côté de la vallée pour affronter Asvo. Le club le plus titré du Bénin, Dragon Football Club, sera l'hôte de la Jacques. Après son échec face au champion en titre, Étoile Filante sera en conquête du côté de Pobet face à la JSP. Le dernier duel de la journée va opposer les hommes en uniforme. Les militaires d'Adidja Football Club seront face aux policiers d'AS Police. Au total, 17 rencontres sont prévues pour cette 30e journée. Pour l'heure, Dadje Football Club est leader de la poule A et Coton Football Club, leader de la poule B. Dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'Union des professionnels de la presse sportive béninoise déroule depuis ce jeudi une panoplie d'activités sportives, vis-à-vis des journalistes sportifs du Bénin. La cérémonie officielle de lancement de la 2e édition de ce rendez-vous s'est tenue à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. Les objectifs et les attentes ont été exposés par le président de l'Union, Issa Amadou, et le formateur Mouf Liadi, propos recueillis par Romaric Tchessougo Ben. Je voudrais d'abord dire tout simplement que c'est une formation qui s'inscrit dans les activités initiées par l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin dans le cadre justement de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Et l'objectif justement de cette formation, je pense bien, c'est pour apporter un plus à nous, les reporters sportifs,
à nous, les praticiens de l'information sportive. Je pense tout simplement que nous sommes dans un secteur très spécialisé de l'information. Et le commun des mortels, eh bien, c'est qu'une formation apporte toujours un plus justement à quelqu'un. Et nous nous sommes inscrits dans cette logique-là, raison pour laquelle nous avons sollicité un formateur, Moufliadi, qui est un aîné, qui connaît bien ce que c'est que la presse sportive, pour tout simplement nous apporter un plus dans nos différentes rédactions, dans nos différents organes, eh bien, pour que désormais nous puissions être outillés justement pour faire face, on va dire, aux couvertures médiatiques, aux magazines, à nos prises de parole, à nos prises justement de position. Il faut faire beaucoup attention lorsqu'on prend la parole. Les sages ont l'habitude de dire qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Je pense aussi que, on va dire, depuis qu'on est à cette formation, on a appris beaucoup de choses par rapport à la thématique justement de cette formation, qui est éthique et responsabilité du journaliste sportif à l'ère du numérique. Le thème n'a pas été choisi au hasard. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et que le numérique est régi quand même par des lois. On ne publie pas des choses comme on veut, ni quand on veut, ni comment on veut. Il y a des lois qui régissent une publication par le numérique. Est-ce que nous maîtrisons tout cela? Est-ce que nous maîtrisons l'éthique justement de la presse sportive ou de la presse tout court? Est-ce que nous avons toujours cette responsabilité-là? Est-ce que nous assumons ce que nous écrivons? Je pense que c'est autant de préoccupations qui nous ont poussés justement à organiser cette formation, mais surtout à choisir cette thématique. Je crois que toute initiative qui intègre la formation des cadres a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on doit pouvoir agir sur les ressources humaines afin que les prestations soient beaucoup plus abouties. Je trouve donc que c'est une heureuse initiative prise par l'Union de la presse sportive du Bénin, de discuter, d'échanger des expériences au niveau des journalistes sportifs afin que leurs prestations soient mieux appréciées. Voilà, donc je suis venu sur le terrain partager mes expériences parce que moi également, de mon temps, j'ai été journaliste sportif. Je suis venu partager la petite expérience que j'ai eue dans le domaine avec mes jeunes frères qui vont me poser certainement beaucoup de questions et à qui moi-même je pose des questions pour savoir un peu comment ils vivent l'expérience qu'ils sont en train de mener en ce moment. Donc l'un dans l'autre, on frotte et on lime nos cervelles les unes contre les autres, histoire de parvenir à des solutions beaucoup plus intéressantes pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pour nos consommateurs, ce qui va permettre à nos employeurs d'avoir beaucoup plus confiance en nous. On ne peut pas dire que juste après cette formation, tout de suite, les choses vont changer du tout au tout. Mais je m'attends à ce que les jeunes confrères que j'ai rencontrés ici ce matin m'appellent, me posent des questions par rapport à un certain nombre d'initiatives qu'ils vont vouloir prendre. Je souhaite vraiment que l'encadrement soit permanent, qu'entre eux, ils puissent échanger des idées. Je vais leur laisser mon contact afin que de temps à autre, s'il y avait des choses à faire, ils puissent me dire, doyen, si je vais dans tel domaine, dans telle direction, est-ce que ça pourrait, pour qu'on échange. Je voudrais vraiment être à leur côté de façon permanente pour vraiment qu'ils percent le plafond, comme on le dit. Restons à la maison des médias Thomas Merson de Cotonou où a démarré ce jeudi une formation au profit des journalistes sportifs. Éthique et responsabilité du journaliste sportif à l'ère du numérique est le thème principal de ce rendez-vous qui a fait objet d'échanges entre le formateur Moufliadi, ancien journaliste à la radiodiffusion du Bénin, et des participants de cet atelier. Plus de précision à travers ce reportage. La presse sportive a besoin de la formation et nous sommes très conscients de cela, raison pour laquelle depuis que nous avons été élus président de l'Union des professionnels de la presse sportive, nous nous sommes dit
l'une de nos priorités sera forcément donc la formation. L'Association des professionnels de la presse sportive béninoise célèbre la journée internationale de la liberté de la presse par un rappel des fondamentaux de la profession. Et que tu commences par mêler tes sentiments, tu n'es plus dans le domaine du reportage. Ça fait depuis que nous, reporters sportifs, nous sortons rapidement du genre sans le savoir. Hein? Quand vous dites, l'ami Yamal, il tire malheureusement, vous voyez, le petit adverbe là fait que vous êtes sorti carrément du reportage. Malheureusement pour qui? Vous êtes en train de prendre parti. C'est-à-dire que l'auditeur lui veut savoir est-ce que le tir était cadré ou pas. Une séance qui ravit les participants. Nous jouons un rôle très important dans la compréhension du jeu, des jeux que nous couvrons vis-à-vis des supporters par exemple. Donc nous devons être ceux-là qui permettent aux supporters, aux gens qui sont extérieurs, qui sont peut-être fans aux disciplines, qui les suivent mais qui ne maîtrisent nécessairement pas les règles, qui sont spécifiques à cette discipline-là. Donc c'est un autre rôle de leur permettre de les comprendre et de pouvoir les interpréter, de bien les interpréter pour éviter les différents conflits qui se dégagent souvent lors des matchs. Cette séance de formation, j'appelle ça d'ailleurs séance de recyclage, de mise à niveau, de remise à niveau donc des journalistes sportifs. Elle a bienvenue, surtout avec un formateur très rompu à la tâche. Ce sont ceux-là qui nous avaient émerveillés, nous, quand on était tout jeunes, avec leurs commentaires, leurs dictions, leur manière, en tout cas, d'apprécier, de parler de football, du championnat, tout ce qui se passait par le passé. Eh bien, aujourd'hui, nous nous sommes mis à discuter sur l'éthique et la responsabilité du journaliste sportif. Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du temps avec l'évolution de la technologie et qui devrait être un moyen d'accompagnement, un moyen de travail pour nous, journalistes sportifs, parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de facilité, d'avoir des informations à temps, mais tout en prenant ces informations-là avec beaucoup de pincettes. Et c'est là qu'intervient la responsabilité. Cette célébration qui s'inscrit dans les activités de la presse sportive du Bénin a pour objectif d'équiper les participants et reporters sportifs. Bien d'autres activités sont inscrites dans l'agenda de l'Union des professionnels de la presse sportive béninoise. La Fédération béninoise de kickboxing se prépare pour accueillir la deuxième édition du Gala Africa Open Combat le 10 mai 2025. À 3 jours de la compétition, le président Narcisse Justin Soglo fait le point des préparatifs et lève un coin de voile sur l'agenda du dit gala. Nous avons 7 pays qui participent à ce gala. Nous avons le Nigeria, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Gabon et naturellement le Bénin. Donc 7 pays et on aura 11 combats. Donc il y a 12 athlètes qui vont s'affronter et parmi les 11 combats, nous avons 2 combats féminins et 9 combats masculins. Et dans ça, il y a 2 ceintures qui sont en jeu. Il y a la ceinture remportée par notre athlète Arnold Nouati, en terre ivoirienne, le 11 mai 2024, par KO, je rappelle, face à l'Ivoirien. Cette ceinture est remise en jeu. Et il y a une deuxième ceinture qui sera également disputée entre un Béninois et un autre Ivoirien. Et les 9 autres combats amateurs vont suivre pour avoir des médailles pour couronner cela. Donc voilà en gros la quintessence de ce qu'il y aura comme dans le menu. Les kickboxers béninois se sont très bien préparés. Et je crois qu'à l'heure où nous parlons, tout est fait. Puisqu'ils ont commencé les préparatifs depuis plus de 2 mois. Donc dès lors qu'on a arrêté la date du 10 mai, on a commencé par les mettre au travail. Et je crois que ça a été vraiment très assidu, avec un respect total, parce que c'est sous le contrôle de notre directeur technique national, le coach Sofono Raoul, qui a fait un travail formidable avec nos athlètes, qui eux-mêmes ont senti qu'il fallait vraiment les prendre plus tôt pour pouvoir les mettre dans cet état de combattants prêts à pouvoir remporter les victoires
parce que tous les étrangers qui arrivent promettent quand même de repartir avec le titre. Et nos athlètes également disent on ne pourra pas venir sur la terre de Rubadjavi et repartir avec les titres. Donc Arnold, lui, il a promis de garder sa ceinture. L'Ivoirien qui vient défendre a dit qu'il va repartir avec tel que le Béninois avait fait. Donc c'est quand même un spectacle qui sera vraiment inoubliable. Donc c'est pour cela que je vais profiter pour inviter tout le public à venir participer, suivre ce gala, parce que l'entrée elle est libre et gratuite. Sauf que nous allons fermer les portes dès lors que la salle serait remplie. Je crois que les préparatifs sont presque terminés, hein, parce que nous avons commencé il y a un bon moment, comme c'est le samedi déjà. Aujourd'hui nous sommes le jeudi, tout est fin prêt. Le gala aura lieu exactement dans la salle des fêtes Françoise Garden, qui est dans la rue de la direction générale de MTN, qui est située entre le Novotel et Sofitel Hôtel. Donc voilà le lieu de notre gala. Le président Soglo expose à présent les enjeux de l'organisation de la deuxième édition de ce gala Africa Open Combat pour le Bénin. Le premier enjeu pour la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée, c'est d'abord de réussir l'événement. Parce que nous étions, pour la première édition de Africa Open Combat, nous étions à Abidjan, ça a été une réussite parfaite. C'est vrai que ESM Group, qui est l'initiateur de ce gala, je crois qu'ils avaient eu de soutien très fort, très fort de la part des structures en Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment une grande fête et nous voulons également faire de notre deuxième édition, une grande fête pour que les gens voient la différence. Et déjà, les lieux qui sont choisis, c'est quand même pas n'importe quel lieu. Et ça donne quand même un peu plus de beauté à l'organisation. Nous n'allons pas fléchir dans ce que nous avons prévu faire parce que vous savez, un gala comme ça, c'est non seulement l'organisation pratique, mais c'est également des récompenses. Et pour encourager les athlètes, vous savez, quand tu viens combattre comme ça et que tu repars sans être satisfait, ce n'est pas bien. Or, nous, on a prévu vraiment récompenser tous les athlètes. Que tu sois gagnant ou perdant, tu seras satisfait d'avoir participé à ce gala. Et ça, c'est la particularité de notre fédération. Nous ne laissons pas les athlètes en marge. Nous ne pouvons pas faire monter sur le ring un athlète sans garantie qu'après, quand il va nous quitter, qu'il sera vraiment lui-même heureux d'avoir livré un combat. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.